Donc nous reprenons pour un décryptage. Un décryptage de l'économie mondiale et européenne et même française, en compagnie d'un expert s'il en est, Ludovic Subran, chef économiste du groupe Allianz. Merci beaucoup d'être parmi nous, Ludovic, aujourd'hui. Alors, après les élections européennes, avant les élections américaines, on avait prévu de dire ça, et maintenant je rajoute avant les élections françaises. Qu'est-ce qu'on peut dire de la santé de l'économie mondiale? Et puis on fera un zoom sur la santé de l'économie française, ça me paraît indispensable aujourd'hui. Ok. Le micro est à toi. Bonjour à tous. En effet, quand on avait préparé, je crois qu'on a prévu le sujet il y a 1 an. Donc voilà, entre-temps, il y a eu un gros merdier quand même. Donc moi, le 9 juin, j'étais content parce que je me disais, bon, les élections européennes, ça s'est pas si mal passé que ça, grâce aux Allemands principalement. Et à 21 h, le président a décidé de faire n'importe quoi. Donc je suis obligé de vous en parler un petit peu parce que ça va forcément avoir un impact sur votre secteur. Mais je garde ça pour la fin, comme ça vous écoutez un peu au début. Donc j'ai 5 messages en 30 minutes ou 25 minutes. Le premier message, c'était, on savait que c'était une élection super, enfin c'était une année super électorale. Mais on ne se doutait pas à quel point. C'est-à-dire on n'avait ni prévu Rishi Sunak ni Macron en fait, qui voulaient passer des vacances tranquilles sur leur yacht. Et donc c'est vrai, je parle de bateau, je vais être obligé de mettre la métaphore filée du bateau, mais donc que ce soit le 4 juillet ou maintenant le 7 juillet, on a quand même des choses assez intéressantes. Mais rappelez-vous quand même, on savait qu'il y avait 60% de la population mondiale qui allait voter cette année. Alors il y avait des trucs, il y avait des élections hyper importantes comme les élections en Russie ou les élections à Taïwan, en Indonésie, en Inde, voilà. Mais en fait, tous les yeux étaient sur les élections américaines. Donc je veux juste parler de ces élections-là parce qu'elles sont en novembre et elles sont très importantes parce que le président Trump a de grandes chances de repasser. Et en fait, il faut comprendre 2-3 trucs sur ça. La première, c'est que Trump, s'il repasse, a prévu des trucs super sympas. La première chose, c'est qu'il va résoudre la guerre en Ukraine en 24 heures. Donc ça, c'est super cool. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop comment il va la résoudre et qu'on risque de se retrouver avec de sacrées tensions en Europe entre Meloni qui va dire bravo, bravo et Scholz et Macron et son Premier ministre de l'Or qui risquent de devoir trouver des financements pour cette guerre en Ukraine. Parce qu'en fait, nous, on s'est dit qu'on allait la continuer quand même, ça serait cool pour les Ukrainiens. Et donc ça, c'est un vrai point d'achoppement parce que ça veut dire que le risque de fragmentation au sein de l'Europe grandirait. Et je vous dis ça parce que vous allez comprendre que ce qui se passe en France, forcément, a un effet cumulatif sur ce risque de fragmentation européenne. C'est pour ça qu'il faut vraiment se positionner avec cette idée de Trump arrive. Ça va poser des grandes questions. Deuxième sujet, deuxième ligne de crête très forte sur le président Trump s'il revient, l'ESG. Comme vous savez, la plupart de ses votants ne croient pas au changement climatique et donc il y a de grandes chances que de nouveau il fasse zéro effort sur le climat. Troisième ligne de crête, la guerre sino-américaine. Donc il est remonté, il veut mettre 30% de barrières douanières sur tous les produits importés de Chine, 10% sur tout le monde. Donc nous aussi, on se prend un petit coup de protectionnisme. Et puis, vous savez que Trump, il n'est pas très Taïwan. En fait, il ne comprend pas la différence entre Taïwan et Thaïlande. C'est-à-dire, à la question, c'est véridique, hein, enfin, tout ce que je dis est vrai. Il faut aller googler après. À la question, président Trump, je vous la fais en français mal traduite, hein, mais à la question qu'est-ce que vous faites si la Chine envahit Taïwan, il répond je n'aime pas les Thaïlandais, Thais, not Taiwanese hein, en anglais, parce qu'ils nous volent nos emplois à cause de leurs semi-conducteurs. Voilà. Donc en fait, depuis 1994, on avait ce qu'on appelait l'ambiguïté stratégique, hein, qui disait que si la Chine décidait d'envahir Taïwan, les Américains devaient aller les aider. Sous Trump, tout ça n'est plus possible. Voilà. Donc ça, c'est les éléments un peu de géopolitique mal faits, mais le gros sujet d'une réélection de Donald Trump, c'est l'inflation. Si Trump revient, et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, hein, si vous rajoutez dans ces différentes annonces le protectionnisme, donc les barrières douanières, la déportation, c'est le mot qu'il utilise, hein, de 7,7 millions d'immigrés américains et le discrédit assez manifeste sur la Fed depuis des années, hein, vous avez quand même un gros choc inflationniste. Et je vous passe en fait ce qui, à mon avis, sera partie de sa politique, c'est-à-dire un choc fiscal négatif, comme il a fait en 2017 avec l'Home Repatriation Act de 100 milliards. C'est-à-dire il prend l'argent de l'IRA, Inflation Reduction Act, il le front-load et il le met sans condition pour relancer l'économie américaine.
Donc c'est super pour le dollar, c'est super pour le marché action, mais tout ça c'est quand même très inflationniste. Et donc la Fed, qui comme vous le savez n'a pas encore baissé ses taux d'intérêt, risque de se retrouver avec une réunion 3 jours après les élections en novembre à être vraiment prise dans un sacré pétrin. Donc nous on a toujours une baisse de taux de la Fed et puis 5 en 2025, mais si Trump revient, le risque c'est que la Fed ne puisse pas baisser ses taux à cause de ce choc inflationniste. Le vrai risque, c'est qu'en mars 2026, quand Jerome Powell doit partir, Ivanka Trump devienne présidente de la Fed. Mais ça, c'est un risque dit de queue. Ce n'est pas le risque central. Mais il faut vraiment comprendre ça. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas juste Trump revient, c'est un peu comme avant. Le monde a changé. Hein. En 2020, le monde s'arrête. Vous avez connu ça dans votre secteur. Pour éviter récession, faillite, chômage, on met plein d'argent. On a beaucoup plus de dette publique, on a beaucoup plus d'inflation. Trump revient, on a toujours beaucoup plus de dette publique et beaucoup plus d'inflation. Mais en plus, on a une divergence entre l'Europe et les États-Unis qui fait que Trump, hein, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, va aggraver cette tension, ce découplage entre l'Europe et les États-Unis. Et ça, c'est important à comprendre. Pourquoi? Parce que la BCE va être obligée de baisser ses taux, encore plus si Jordan Bardella est Premier ministre de la France. Et de l'autre côté, on a la Fed qui risque de ne pas pouvoir baisser ses taux. Donc ça fait une grosse tension sur l'euro-dollar, ça fait une grosse tension sur les marchés. Si vous avez un peu d'argent, vous allez forcément aller vers les États-Unis. Et donc c'est pour ça que si c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est pareil. Le risque de fuite de capitaux est très grand aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis. Donc ça, il faut comprendre, parce que pour le financement, notamment dans votre secteur, on connaît, on se rappelle de 2012. Alors aujourd'hui, on a une banque centrale qui est sérieuse, mais c'est hyper important de comprendre que Trump, c'est pas complètement anodin pour l'économie mondiale et en particulier pour l'économie européenne à cause des effets un peu politiques ou géopolitiques, mais surtout à cause de l'effet économique. Tout ça se terminant souvent très mal. C'est-à-dire que si Trump revient, à mon avis, le risque de récession aux États-Unis va forcément augmenter puisque vous aurez une surcorrection de la politique monétaire. Vous aurez des conditions de financement de l'économie qui resteront très très mauvaises. Si Biden reste, je vous assure que c'est pas non plus très jojo, mais c'est un peu mieux. C'est toujours pareil. Hein, alors ce qui n'est pas jojo si Biden revient, c'est que lui a déjà promis son choc fiscal. En fait, on sait déjà que si Biden revient, on a une augmentation des impôts des États-Unis, parce que je vous rappelle que les États-Unis ont un déficit de 6%, avec une croissance à 4%, et surtout, selon les projections du Congressional Budget Office, la dette sur PIB américaine, à horizon 2030, sera à 180%. Donc voilà. D'ailleurs, quand on vous pose la question pourquoi les États-Unis ils ont tellement de croissance et l'Europe elle en a tellement peu, moi je peux vous dire pourquoi. Un tiers c'est le déficit public, un tiers c'est l'immigration et un tiers c'est l'avantage technologique et énergétique puisqu'ils sont maintenant exportateurs nets d'énergie. En fait, on sait pourquoi. Bon, est-ce qu'on veut faire autant de déficit? Peut-être pas. Ou du moins ça marche pas pareil. Comme vous le savez, il y a en Allemagne un frein constitutionnel à l'endettement, en France ou en Italie de l'argent qui a été dépensé un peu n'importe comment. Mais on a aussi des sujets de politique démographique et de politique technologique qui ont été, à mon avis, une des raisons pour laquelle les entreprises américaines, et c'est ça la grosse différence depuis 2020 à aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis, ils ont aussi eu de l'inflation et tout ça, c'est qu'il n'y a pas eu de cycle d'investissement des entreprises européennes comme il y a eu aux États-Unis. Ça, il faut vraiment le comprendre. C'est quand vous regardez tous les chiffres de cycle d'investissement, l'inflation et le pricing power des entreprises américaines, c'est souvent traduit par un réinvestissement. En Europe, l'inflation et le pricing power des entreprises européennes, c'est traduit par des marges plus élevées. Et ça, c'est vraiment une grosse différence entre les États-Unis et l'Europe. Deuxième sujet, c'est celui de la normalisation économique. Donc la normalisation économique, elle est plutôt très avancée. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a encore un peu d'inflation, mais il y en a quand même beaucoup moins qu'il y a 18 mois. Et il n'y a pas de raison qu'on reste avec des inflations records comme ça. Est-ce que 3% c'est le nouveau 2%? Peut-être. Mais pas forcément pour les raisons auxquelles vous attendez. C'est-à-dire que ce n'est pas des raisons de politique monétaire ou ce n'est pas le job de la Fed ou de la BCE. Vous le savez, dans votre secteur, il y a en fait des oligopoles, il y a des entreprises qui fonctionnent avec un super pouvoir de prix. Et donc, quand on regarde les causes de l'inflation en Europe et aux États-Unis, il y a quand même des causes qui sont non monétaires, c'est notamment les chocs d'offres, et c'est les risques sur l'offre. Et donc, je m'attarde un peu là-dessus parce que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Une des raisons pour laquelle l'Europe est particulièrement en difficulté par rapport aux États-Unis, c'est que quand nous, il y a un choc d'approvisionnement, généralement, on se prend 30% du choc en plus que les Américains. Donc, s'il y a un problème dans la mer Rouge, s'il y a un problème dans une infrastructure du commerce international, s'il y a un problème, il y a un blocus de Taïwan pendant quelques semaines, nous, on se prend généralement un choc de 30% de plus. Et donc, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est-à-dire que bien sûr, on peut faire mieux la politique monétaire, mais en fait, il faut chercher sur les autres politiques publiques.
Politique de l'emploi, politique des infrastructures, politique commerciale, politique de la concurrence. C'est là où va se jouer, à mon avis, le futur de la normalisation de l'inflation. Donc oui, on risque d'être au-dessus de 2%, on risque d'être en dessous de 3%, on risque d'être dans une zone où les prix sont un peu plus volatiles qu'avant. Mais la bonne nouvelle, moi je trouve, c'est qu'à 2 crises qui arrivent généralement une fois tous les 100 ans ou 70 ans, l'économie va plutôt pas si mal que ça. Et ça, je pense que malheureusement, c'est un sujet qui est difficile à entendre aujourd'hui, mais il n'y a pas eu de récession. C'est la première fois qu'on a une hausse des taux aussi forte qui ne se termine pas en récession ou en crise financière. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais ça veut dire que ça a été plutôt pas mal géré. On le sait, pour des raisons de politique budgétaire, pour des raisons de choix qui ont été faits en 2020 de redistribuer massivement vers les entreprises, donc de ne pas casser le marché de l'emploi. Et la deuxième chose qu'on sait aussi sur cette normalisation économique, c'est que le risque de crédit, et ça c'est hyper important, il n'y a pas eu d'envolée des faillites. Les faillites normalisent, mais il n'y a pas eu cette grosse vague de faillites à laquelle on aurait pu s'attendre. Et ça, c'est aussi à cause des choix de politique économique qui ont été faits en 2020 dans l'ensemble des pays, c'est-à-dire de donner des aides aux entreprises pour éviter qu'elles fassent défaut plus vite. Mais depuis, il y a eu des mesures très coûteuses pour maintenir des entreprises en vie. En France, on sait par exemple le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, les prix de l'électricité. Ça nous a coûté très cher. C'est aussi pour ça qu'on avait antebellum 100 milliards d'ajustements budgétaires à faire en France, ce qui est une énorme somme. C'est aussi parce qu'on a fait des mesures de soutien à l'économie beaucoup plus radicales que les autres pour maintenir notamment les prix de l'énergie et de l'électricité relativement bas et pour éviter que les gens aient grillé des saucisses sur les ronds-points. Ça s'appelait les gilets jaunes. Voilà. Mais c'est important à comprendre parce qu'il y a des choix qui ont été faits et du coup, quand vous regardez les bilans des entreprises en France, mais c'est vrai à l'international aussi, il y a du cash, les marges sont plutôt assez bonnes, l'enjeu c'est de les maintenir et le vrai sujet de 2024 c'est la baisse des chiffres d'affaires. Il y a une décélération des chiffres d'affaires très forte à cause d'un effet prix, mais aussi à cause d'un effet volume. Alors il y a des pays où il y a beaucoup d'épargne, la France, l'Allemagne. Il y a des pays où il y a un peu moins d'épargne, les États-Unis. Mais en gros, il y a quand même pas mal d'épargne de précaution. Les gens ont peur de la crise immobilière. Donc en fait, ils ont ce qu'on appelle un effet richesse négatif. Ils ont peur que leur maison vaille moins cher. Et donc du coup, ils épargnent davantage. Et puis ils ont tous compris que la protection sociale, ça allait devenir plus coûteux. Donc ils sont tous en train de faire des petits pécules et donc ça pèse énormément sur les croissances de chiffre d'affaires des entreprises. Il y a très peu de secteurs qui évitent, à mon avis, la décélération de croissance des chiffres d'affaires en valeur qu'on voit depuis maintenant 12 mois. Mais encore une fois, mon deuxième message, c'est la normalisation se passe plutôt pas mal. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça tient, c'est résilient. Pareil, je vais vous parler des élections en France, mais peu importe les scénarios qu'on peut définir aujourd'hui, la nouvelle, c'est qu'il y a une forme de résilience dans l'économie et il y a des raisons pour ça. Soit la Banque centrale, les positions nettes financières des agents économiques, etc. Mais c'est plutôt pas mal en fait, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien géré quand vous avez vu la torpeur de 2020 et la retorpeur de 2022. Mon troisième sujet, c'est le climat, qui est un sujet énorme pour votre secteur et dont on ne parle pas du tout dans ces élections, vous l'aurez remarqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a du populisme climatique. C'est-à-dire que si vous êtes aux extrêmes, vous utilisez le climat quand ça vous sert. Aujourd'hui, par exemple, on ne parle pas de climat dans les élections européennes. On a très peu parlé de climat alors que c'est un gros sujet. L'Europe a des choix majeurs à faire. Alors on en parle par ricochet, ce qui se passe notamment sur la voiture électrique. On en parle peut-être pas assez quand il s'agit justement de définir ce qu'on va faire avec les subventions aux énergies fossiles, etc. Mais moi, je crois vraiment qu'on va avoir un gros sujet dans ce secteur. Nous, on avait calculé pour votre secteur, enfin le secteur du shipping en fait, plus exactement, donc plutôt du transport maritime. Il faudrait investir 7 ans de profit pour être dans les clous en termes de trajectoire bas carbone du secteur du shipping. Voilà. C'est beaucoup, 7 ans de profit pour l'ensemble du secteur. Alors, on peut dire que peut-être les Européens sont légèrement mieux que les autres, mais bon, il se trouve que les Chinois ont tout le méthanol. On peut dire que les flottes sont meilleures d'un côté et de l'autre. En gros, il y a un gros sujet pour ce secteur-là qui est comment on réinvestit cet argent, parce qu'aujourd'hui, le retour sur investissement n'est pas bon. C'est pour ça qu'on donne l'argent aux actionnaires. Donc, il n'y a pas les incitations économiques pour que le retour sur investissement d'un investissement majeur dans la transition écologique soit lucratif pour tout le monde, actionnaires, clients, etc. Et donc, il y a une forme de sclérose très forte sur cette transition énergétique, que ce soit sur l'adaptation. Donc, en fait, l'argent qu'on doit mettre en place pour éviter d'être affecté par les catastrophes naturelles plus fréquentes, plus sévères, qui sont généralement ça, c'est pas très coûteux, mais que ce soit surtout sur l'atténuation. Donc ça, c'est les 3 points de PIB qu'on doit mettre par an
pour se retrouver avec des émissions de CO2 qui ont été diminuées de moitié d'ici 2050, puisque c'est ça l'atténuation. Donc dans chacun des secteurs, il y a des plans. L'Europe a ce plan Fit for 55 qui est pas mal. Mais comme vous le voyez, dans les élections européennes, c'est là-dessus que ça se joue aussi. C'est-à-dire que comme il y a une force politique qui a émergé, qui est notamment portée par Giorgia Meloni en Italie, en fait, peut-être que le Green Deal pourrait être un peu dilué, alors que si la majorité se fait plutôt avec le parti des socialistes, le SED, là, il devrait renforcer ce fameux Green Deal, parce qu'on a un triangle d'incompatibilité à peu près dans tous les secteurs. Alors celui de la bagnole, il est assez clair, la bagnole pas chère, les émissions du secteur du transport routier et la concurrence. Et en fait, c'est très difficile d'allier les trois. C'est à peu près pareil pour tous les secteurs. Pour l'énergie, c'est pareil. Sécurité des approvisionnements, coût de l'énergie, et puis, bien sûr, les histoires de compétitivité ou de marché unique européen, que même Jordan Bardella, qui depuis 5 ans est au Parlement européen, n'a toujours pas compris. Donc, il est revenu dessus 3 fois, là. Comme sur la retraite, comme sur les nationalisations des autoroutes, etc. Moi, si j'étais vous, je m'inquiéterais pour la nationalisation des bateaux. Enfin, bah oui. Quand on va lui dire qu'il y a une taxe sur le tonnage, et ils n'ont pas d'impôt sur les sociétés comme les autres, il va se jeter dessus. Bon. Mais le lendemain, il l'aura oublié. C'est comme Dory, le poisson rouge dans un aquarium. Il est très joli, moi, je trouve. Il a le muscle saillant, mais en fait, c'est inversement proportionnel, je pense, à la connexion neuronale. Et donc, je vous ai dit que je parlerai des élections, faites pas, on n'est pas aux États-Unis. Hein. Je vais forcément leur mettre des cartouches avant de partir. Là. Mais vous aimez ça? Ouais. Voilà. Merci. Donc, ceux qui n'ont pas applaudi votent RN. Alors, on a tous un voisin qui vote RN. Bon, pardon. J'en étais sur mon triangle d'incompatibilité du climat. Vous avez compris, c'est un gros sujet. Pour moi, c'est un sujet très important parce que je vois, on est assureur, je vois le coût de l'adaptation et je me dis qu'on peut peut-être faire un peu plus de prévention et surtout qu'il y a une opportunité business très forte sur l'atténuation. C'est-à-dire, moi, je crois beaucoup. Ce qui se passe aux États-Unis est magnifique. Hein. Ils ont mis 500 milliards pour la transition écologique alors qu'ils n'en ont rien à faire. Hein. C'est pas très Sandrine Rousseau, les États-Unis. Vous n'allez pas leur dire s'ils doivent faire des barbecues ou pas, voyez. Et ben, malgré ça, ils ne croient pas au rationnement, ils ne croient pas à la sobriété. Malgré ça, ils décident quand même de remettre un peu d'argent. C'est qu'il doit y avoir un sujet d'opportunité d'affaires autour de la technologie verte. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas que cette fois-ci aussi, tous nos ingénieurs et nos doctorants partent aux États-Unis parce qu'ils seront mieux payés à faire des technologies vertes à Boston qu'à Paris. Donc ça, c'est hyper important et d'ailleurs, j'espère que l'Europe se saisira de ce sujet. Mon 4e sujet, c'est celui du commerce mondial, parce que c'est un sujet qui vous touche particulièrement. Moi, je ne crois pas du tout à la démondialisation. D'ailleurs, je ne sais pas ce que les gens veulent dire avec démondialisation. Quand vous leur demandez, ceux qui ont vraiment un peu regardé vous disent « Ah ben si, regarde, les échanges sont en ralentissement ». Et on leur dit « Mais c'est quoi la métrique que tu utilises ?» Et là, on arrive finalement à un truc qui est la part des importations dans le PIB. Et c'est comme ça que les gens mesurent la démondialisation. À part que si vous mesurez la démondialisation comme ça, c'est que vous avez arrêté en L2, l'économie. Parce qu'en L3, en fait, on vous apprend un truc qui s'appelle la tertiarisation des économies. Donc en fait, il y a un truc qui fait qu'on peut créer du PIB par des choses à forte valeur ajoutée qui ne nécessitent pas de faire des containers. Je sais que vous, ça ne vous plaît pas parce que vous aimeriez bien qu'il n'y ait plus de containers. Mais il y a toute une partie de la croissance économique qui n'est pas liée à l'ouverture commerciale. Et ce n'est pas Cuba ou la Corée du Nord, quoi. C'est qu'il y a des économies qui croient beaucoup et qui, malgré des échanges un peu limités, arrivent à faire de la croissance. Et ça s'appelle la croissance de la productivité, de la tertiarisation, la servitisation, l'économie des connaissances, etc. Et cette part-là, elle va augmenter. Quand on regarde juste les gains de productivité des 7 magnifiques aux États-Unis, hein, cet avènement de l'intelligence artificielle et ce que ça crée comme avantage économique pour les États-Unis, via les salaires, via de la demande et donc via en fait une consommation expérientielle. En fait, c'est un truc où les Américains ils préfèrent aller voyager, ils préfèrent prendre des vacances maintenant qu'aller bosser. Bah, ça, c'est une forme de croissance. Et c'est peut-être pas une forme de mondialisation, mais généralement ils viennent beaucoup à Paris, vous les avez remarqués. Donc en fait, ce que vous voyez pas dans la balance commerciale, généralement vous le voyez dans un truc qui s'appelle la balance des paiements.
Et si vous ne la voyez pas dans la balance des paiements, vous la voyez dans la balance d'autres flux comme les gens qui se déplacent ou les flux d'informations. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment arrêter avec cette rhétorique de la démondialisation. Il y a une mondialisation qui est devenue frictionnelle. C'est-à-dire que quand vous regardez le nombre de mesures protectionnistes qui ont été prises au cours des 12 derniers mois, elles ont augmenté de 38% par rapport aux 12 mois d'avant. Donc ça, c'est véridique. C'est Global Trade Alert, c'est l'université St. Gallen qui fait ça. Donc il y a vraiment une friction, une fragmentation économique, et que bien sûr s'ajoute à la fragmentation commerciale une fragmentation financière. Depuis la guerre en Ukraine, on a compris qu'on pouvait mettre des sanctions financières sur un État en important quand même toujours le gaz. On peut en parler pendant des heures, puisque 10% de notre approvisionnement énergétique vient toujours de la Russie, en direct, c'est même pas via l'Inde ou je sais pas quoi. Mais en revanche, on a compris qu'il y avait des frictions qui pouvaient se mettre sur la partie financière. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce qu'on va forcément vers un monde où il y aura plus de contrôle de capitaux. Donc il y aura forcément des frottements sur le commerce via les mesures tarifaires, non tarifaires. Trump en est l'exemple flagrant. Il y aura des frictions aussi sur la balance des paiements. Et il y aura certainement des frictions donc sur le capital, et il y aura des frictions sur le flux. Et ça ne veut pas dire qu'on se démondialise. Ça veut dire qu'on a une mondialisation qui est plus frictionnelle, un peu plus inflationniste d'ailleurs, et certainement un peu plus compliquée à gérer, mais c'est là où vous rentrez en jeu, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on vous paye. C'est pour que vous gériez un monde un peu bordélique. Sinon, normalement, votre service, il coûte moins cher. Si vous êtes logisticien, si vous êtes transporteur, si vous faites partie de ces métiers d'experts, vous avez normalement un avenir tout tracé dans un monde qui se démondialise au sens de ceux qui l'appellent démondialisé. Moi, je dis juste qu'on revient là où on était à peu près dans les années 70, c'est-à-dire qu'on avait quand même un monde qui s'ouvrait, c'était avant l'avènement de la Chine, mais on avait quand même un monde qui était assez ouvert, moins ouvert qu'aujourd'hui bien sûr, mais qui était très frictionnel. Et donc Trump, par exemple, quand vous regardez ses promesses de barrières douanières, il revient là où on était en 1970 en termes de barrières douanières. Mais bien sûr, le sujet, ce n'est pas le douanier, c'est plutôt les normes, c'est plutôt les autres barrières. Fait du prince, risque de confiscation, d'expropriation, risque de sanctions. Et encore une fois, ça ne va pas aller en décélérant, parce qu'il y a la rivalité sino-américaine, parce qu'il y a des allégeances en Asie du Sud-Est entre les différents blocs. Si vous êtes les Philippins ou les Malaisiens, ils n'ont pas les mêmes allégeances. Si vous êtes Cambodgien ou Singapourien, vous n'avez pas les mêmes allégeances. Pareil en Afrique, pareil en Amérique latine. Donc le Sud global, il y a quand même 50 nuances de Sud global, mais ça fait plaisir aux gens de les mettre ensemble. Ils vont forcément demander une différente part de la mondialisation. Je croyais qu'il y avait le drapeau indien, parce que tout le monde veut aller en Inde aujourd'hui, c'est la mode. Alors oui, ils sont 1,6 milliard, donc c'est beaucoup de gens, mais je vous rappelle que l'Inde est un des pays les plus protectionnistes du monde. Sur 100 € que consomme un ménage indien, il y a 2 € d'importés. D'accord. Donc il y a une raison pour laquelle tout le monde ne fait pas Flores en Inde. Le nombre d'entreprises qui ont été fait persona non grata en Inde sur les 10 dernières années, je peux vous en citer des tonnes. Des filiales d'Alliance d'ailleurs pour commencer. Donc il faut comprendre que bien sûr c'est une mondialisation qui sera compliquée. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, ça veut juste dire qu'il faut y aller différemment. Et c'est ça, je trouve, qui est fascinant et c'est là où vous rentrez en ligne de compte. Du coup, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais vous parler des élections françaises. Alors chacun fait son opinion. Moi je vous donne un peu des chiffres et puis je vous donne un peu mon opinion aussi, mais bah quand même. Alors, le 8 juin, moi je suis membre du conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. Je ne l'ai pas vu encore celui-là. Ils ont un temps de retard à chaque fois. Ils n'écoutent pas trop les économistes parce qu'ils savent beaucoup de choses. On avait 112 milliards à trouver. C'est ce qu'on avait dit à l'Europe. L'Europe, on leur avait dit, on fait un pacte de stabilité, on fait voilà, la trajectoire d'ajustement du déficit, on arrive à 3% en 2027, c'est magique, c'est la fin du mandat. On arrive à 5% de chômage en 2025, donc il y avait des grosses incantations. Et donc nous, on avait calculé, c'est 112 milliards pour arriver là. 112 milliards, on ne fait pas un ajustement de 112 milliards en 3 ans comme ça. La dernière fois qu'on a fait un ajustement de 112 milliards, c'était François Hollande, 2011-2016. Et on sait que ça a coûté 0 croissance en 2015-2016. Donc en fait, quand vous faites ce type d'ajustement-là, généralement, vous n'avez pas de croissance. Et Hollande avait choisi de le faire 2 tiers par l'impôt, 1 tiers par la dépense, ce qui est le plus débile, en fait. Parce qu'en fait, c'est encore plus récessif. Voilà, c'est pas un jugement de valeur, même si c'en est un quand même. Voilà, c'est un jugement économique. Voilà. Donc, on savait ça. On savait aussi, avant ça, que Macron avait fait des choses bien.
ne faut pas oublier. Il a fait baisser le chômage, il a géré des crises et il a fait beaucoup pour l'attractivité. Et je dirais aussi pour l'emploi industriel, ça c'est pas mal aussi, et pour la voix de la France en Europe. Parce que on était un peu les derniers à proposer des choses. Parce que les Allemands sont complètement bloqués dans leur coalition qui va imploser, on ne sait pas trop quand, mais ça pourrait être à l'automne. Les Espagnols empêtrés dans leurs trucs politiques locaux. Les Italiens un peu mieux depuis que Meloni est là, mais en fait parce qu'elle a gardé toute l'équipe de Draghi à l'économie. Et voilà. Et on peut faire à peu près... il y a des choses assez sympas qui se passent en Belgique, en Grèce et tout ça, mais en fait le couple franco-allemand ne marche pas parce que Macron propose des choses et Scholz en a rien à faire parce qu'il ne peut pas. En fait, il ne peut pas sortir sa coalition. C'est une forme d'aporie de politique publique, quoi. Donc du coup, Macron a fait des choses, mais il restait des choses à faire, et notamment un des sujets du vote du 9 juin, c'est un vote de classe. On peut dire ce qu'on veut, moi voilà, j'ai juste nous on a fait des corrélations. Moi je peux vous dire que les communes qui ont voté le plus Front National, au Rassemblement National, pardon, c'est des communes qui ont la plus grande distance à l'hôpital, par exemple. Ou c'est des communes qui, au cours des 7 dernières années, dans lesquelles le pouvoir d'achat des Français a le moins augmenté. Donc il y a vraiment un sujet, malheureusement, de vote de classe. Alors je dis malheureusement pourquoi, et c'est ce que j'essaie d'expliquer à tout le monde, parce que c'est là que s'est engouffré le Rassemblement National. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec la droite hollandaise ou la droite italienne. Le Rassemblement National, c'est des national-socialistes. C'est pas Le Pen père, il était contre l'ISF en fait, vous voyez. Le Pen fille, elle a un chéquier ouvert en fait, et elle raconte des carabistouilles. Donc moi je vous dis, le 14 juin, le programme du Front National, c'était 130 milliards d'euros. Nationalisation des autoroutes, 50 milliards, retraite à 60 ans, 20 milliards, et je ne sais plus ce qu'ils avaient encore, réforme du marché de l'électricité, ou du moins on subventionnait les prix en baissant la TVA, nanana, et ça c'était 10 milliards. Tout ça, il les a enlevés en une semaine. En fait, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment hyper important à comprendre parce que tout le monde me dit « oui, regarde, les marchés, ça ne les inquiète pas trop et tout ça ». Oui, parce que les marchés, ils se disent juste « ils vont rien faire ». Mais en fait, nous, on sait que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce qu'ils arrivent et qu'ils ne sont pas préparés qu'ils ne vont quand même pas faire des erreurs de politique économique. Tous les gouvernements font des erreurs de politique économique. D'accord ? Et donc, moi, je peux vous encourager à regarder le programme. En face, il n'y a pas beaucoup de montée d'impôts. C'est un peu ce qui les différencie d'ailleurs de la gauche, parce que la gauche a aussi, enfin l'extrême gauche a aussi à peu près 130 milliards de dépenses, un peu moins en fait. Mais ils ont 100 milliards de choc fiscal. Donc en fait, eux, ils augmentent les impôts de 100 milliards, ce qui en France n'est jamais fait. Et qui génère en effet une peur à la 81. C'est pour ça que vous entendez des gens que vous aimiez bien vous dire « ah bah si je dois voter entre LFI et RN, je vote le RN », alors que vous les aimiez bien ces gens-là 5 secondes avant. Et vous vous dites, que s'est-il passé dans leur tête? Et on se dit tous ça. Un, parce qu'ils ont oublié qu'il y avait une alternative, parce qu'il y a toujours quand même des candidats Renaissance, REN, c'est très différent de RN. Voilà. Et deuxième chose, parce qu'il y a vraiment ce côté 81 Mitterrand. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a regardé les programmes, les marchés, donc les trajectoires budgétaires, les trajectoires de croissance, les trajectoires d'emploi. On a mis tout ça dans nos moulinettes. Et je l'ai dit un peu maladroitement dans une interview, mais je le maintiens toujours. Je pense que, alors moi je pense que aucun aura la majorité, mais comme tout le monde, et je ne suis pas politologue, donc c'est peut-être pour me rassurer aussi. Mais je pense qu'on aura un Parlement très fragmenté. Et ce qui d'ailleurs économiquement est fascinant, parce que ça veut dire que on aura certainement une situation inédite dans la Ve République de gouvernement technocratique. Technocrate. Je sais pas, enfin, faut vraiment regarder ça parce que moi j'ai été obligé de parler à 2 constitutionnalistes pour comprendre comment on gérait la France sans avoir la majorité à l'Assemblée. La cohabitation, ce qui est dans la 5e, vous avez la majorité, vous l'avez pas. Un truc où il n'y a personne qui a la majorité, c'est très compliqué. Et donc par exemple, j'ai appris, pour ceux que ça intéresse, qu'on peut avoir un budget provisionnel. Si vous vous rappelez, la Belgique a eu ça pendant 3 ans, Obama a eu ça pendant son 2e mandat. C'est-à-dire qu'on peut gérer la France sur la trésor. Alors d'aucuns diraient c'est pas plus mal pour baisser les coûts, disons. Mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a des petites provisions comme ça entre les pouvoirs de nuisance du Sénat, du président et tout ça. Un gouvernement technocrate où on met un préfet à l'intérieur pour gérer les JO. Hein. Macron a quand même dépensé 10 milliards pour les JO, il fout le bordel juste avant. Le mec, plus grosse campagne de com, enfin campagne de com la plus comment dire, mal utilisée de l'histoire des campagnes de com, quoi.
je vous dis ça pourquoi? Parce que ce gouvernement technocratique dont tout le monde parle, moi je ne sais pas comment ça marche. Je vois à peu près sur le budget, mais sur tout le reste, je ne sais pas comment ça marche. Parce que par exemple, les ordonnances législatives ou les référendums d'initiative partagée, etc., il faut qu'il y ait un groupe parlementaire qui propose des choses, et donc il faut qu'il y ait une partie à l'Assemblée avant que ça aille dans ce gouvernement technocratique, que ça passe par les fourches codines du président. Ça, je ne sais pas comment on fait ça dans un gouvernement technocratique. Donc quand les gens parlent de ça, moi j'attends de voir. Donc après, il y a majorité RN, majorité LFI, majorité Rassemblement, Renaissance. La majorité Renaissance, on voit à peu près ce que ça fait, c'est pareil qu'avant. Je vous ai donné les coûts des programmes. Hein. Donc 120 milliards, en face 30 milliards de recettes, les rouges, 120 milliards, 100 milliards, ok. Le Renaissance, j'ai vraiment du mal. Vous savez combien il dépense, Gabriel Attal? 7 milliards. Parce que lui, il a cru que les problèmes de la France allaient être résolus avec la baisse des droits de mutation. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer qu'on a quand même un petit problème aussi si on croit encore au centre. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas été au niveau, à mon avis, de ces élections. Donc le centre, 7 milliards de dépenses, 7 milliards de recettes, des petites poudres de perlimpinpin là, mais on voit à peu près que ça marche. C'est-à-dire les marchés adorent ça. Voilà, c'est très pro-business, 7 ans de réforme pro-business. Et aux extrêmes, donc le gouvernement du Rassemblement national, gros problème de crédibilité budgétaire, beaucoup plus qu'à gauche à mon avis. Donc peut-être risque Liz Truss, UK, voilà tout ça. Le programme de LFI, gros choc fiscal et donc fuite de capitaux majeurs. Et donc là on est plutôt dans un truc Brexit. Voilà. Je ne sais pas si je peux vous dire d'autres choses. Je vous encourage à aller lire les magnifiques analyses qu'on a fait sur le sujet. Donc, allez voter le 30 et le 7. Trois trucs pour finir là-dessus. 1, les impôts vont augmenter. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, parce que je savais que vous n'aviez pas encore petit déjeuner. Le deuxième truc que je vais vous dire, c'est heureusement qu'on a la BCE. Parce que si on n'avait pas une banque centrale forte, je pense qu'on le paierait beaucoup plus cher, notre incertitude économique et politique du jour. Si vous regardez 2012, si vous regardez même 2018, le moment Salvini en Italie, etc., le fait qu'on ait une BCE très forte, ça joue énormément sur la patience que les créditeurs ont avec le bordelum français. Et troisième chose qui, à mon avis, est importante, il n'y a pas d'upside. C'est-à-dire que peu importe qui gagne, comment ça se fait, et voilà, on verra. Hein. La bonne nouvelle, c'est qu'on va le savoir assez vite. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne vois pas comment ça aide à quoi que ce soit. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'espère que nos voisins européens vont être patients avec nous. J'espère que la BCE va être patiente avec nous. Et j'espère que Trump va être patient avec nous. Et c'est pour ça que je vais vous parler en intro de ce risque Trump. Moi, le 8 juillet, je serai en vacances, vous voyez. Enfin, ça ne va pas me changer la vie. Je vais être triste, mais c'est à peu près tout. Le 6 novembre, je vais être un peu plus inquiet. En fait, l'été, ça va être le bordel, il va y avoir les JO, on va tous applaudir en regardant qui est à côté du président et s'il applaudit aussi. Le sujet, c'est septembre. Parce que d'ici septembre, on va avoir plus de clarté sur la politique économique à mener, plus de clarté sur le rapport de force, et on aura en même temps un peu plus d'inquiétude sur la patience des autres en Europe et ce qui va se passer aux États-Unis. Et c'est là qu'on risque d'avoir une concentration un peu des risques. Et donc c'est ça qu'il faut regarder, il faut se positionner un peu avant septembre sur les marchés et sur aussi, à mon avis, les perspectives de croissance de l'Europe. Voilà. Donc je n'avais pas que des bonnes nouvelles à vous annoncer, mais vive le cluster transport, c'est ça. Et merci encore de m'avoir invité aujourd'hui à Paris Matin. Merci beaucoup Ludovic.